Bonjour, bienvenue sur la Maïeutique. Donc bonjour Maxime, nous accueillons Maxime Horry, notre ancien directeur régional de la Banque de France, qui a, comme vous le savez, une société de consulting en économie. Bonjour Joris, chers auditeurs de la Maïeutique, vous nous avez dit dans vos réactions à nos émissions que vous souhaitiez qu'on vous donne des conseils. C'est un bien grand mot, conseil, parce que à la Maïeutique, ce que nous faisons, c'est que nous vous aidons à réfléchir en documentant les sujets. Donc, nous allons essayer de vous faire réfléchir sur comment protéger votre épargne et comment prendre de bonnes décisions sur votre épargne. L'émission précédente sur les différents scénarios politiques montre que à la rentrée, nous allons avoir l'échéance de la loi de finances qui va être redoutable parce que nous ne sommes pas du tout dans la trajectoire européenne et que d'une manière ou d'une autre, il va falloir payer. Alors évidemment, c'est pas le même scénario selon que on est avec les amis de M. Mélenchon ou avec ceux d'Édouard Philippe. Bon, enfin, mais dans les deux cas, il faudra quand même payer. Alors, pour lancer l'émission, nous avions rappelé, il y a déjà un mois, je vais arrondir les chiffres, que la dette c'est 3 000 milliards, l'épargne c'est 6 000 milliards. Et effectivement, la France est un des pays du monde où l'épargne est la plus abondante. Et j'avais un petit peu marqué les esprits en disant, on cherche en gros 120 milliards d'ici 2027 pour être dans la trajectoire européenne. Bon, les amis de M. Mélenchon veulent en dépenser 250. Il y a des impôts en face, mais on est déjà surimposé. Et j'avais dit, si vous prenez 2% de l'épargne, les 120 milliards, vous les avez. Alors, le raisonnement était très grossier, évidemment, parce qu'en fait, on peut difficilement prélever sur le patrimoine. Encore que ça pourrait venir. Hein. Mais c'était pour montrer les ordres de grandeur et de montrer que l'épargne, effectivement, pouvait être convoitée. Et cette semaine, voici que Madame Rousseau, qui nous dit aussi qu'il ne faut pas donner de nom aux enfants pour qu'ils puissent choisir leur sexe librement, ou qui pense qu'on peut changer de sexe en mairie, voilà qu'elle nous dit que la dette peut être facilement gérée en puisant dans l'épargne des Français. Donc, nous sommes bien dans le cœur du sujet. Alors, ça, c'était l'introduction. Ce que je vous propose, c'est de faire, pour nos auditeurs, un travail méthodique, c'est-à-dire de passer en revue les 5 types d'épargne, le monétaire, l'obligataire, le boursier, l'immobilier et le reste. Et le reste n'est pas le moins important. Et chaque fois, vous me challengerez, si je puis dire, et puis j'essaierai de faire une conclusion à la fin. Bon, je vois que Marc Toiti est probablement encore plus pessimiste que moi, puisqu'il recommande déjà d'ouvrir des comptes à l'étranger. Alors ça, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, mais il rappelle que c'est légal, qu'il faut le déclarer aux douanes, mais s'il dit ça quand même, Marc Toiti, c'est qu'il s'attend quand même à de grandes difficultés hein, pour l'épargne des Français. Bon, commençons par le début, le monétaire. Est-ce que vous savez quelle est la rentabilité la plus élevée aujourd'hui sur le monétaire? C'est 3,6%. C'est beaucoup plus que le livret A. Et c'est simplement un dépôt à terme à 11 mois. C'est plus que tous les livrets, c'est plus que le livret A, c'est plus que n'importe quel placement bancaire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une inversion de la courbe des taux. C'est parce que la courbe des taux, les taux d'intérêt sont plus élevés à 2 ans qu'à 10 ans. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que les taux d'intérêt, il faut se mettre ça en tête, les taux d'intérêt long terme vont augmenter. Ils vont augmenter parce que la courbe est inversée, parce qu'il est anormal que 2 ans rapportent plus qu'il est anormal que 11 mois rapportent plus que 10 ans, et également ils vont augmenter parce que les marchés ont déjà pricé, comme on dit en anglais, la baisse des taux courts dans le niveau des taux longs, nous l'avions dit en octobre dernier,
Et puis, parce qu'il va y avoir des primes de risque sur la France. Là, ce matin, il n'y a pas de prime de risque parce que les marchés croient dans un scénario rose d'une majorité centriste ou de centre-droit à la rentrée. Mais ils auront peut-être des surprises parce que M. Mélenchon n'a pas dit son dernier mot. Et puis, ils vont augmenter fondamentalement parce qu'il y a d'énormes besoins d'investissement dans le monde en lien avec la transition énergétique. La transition énergétique, c'est 3-4% de PIB en plus d'investissement, de coûts de conversion. Et ils vont augmenter aussi parce que le vieillissement de la population va dans le sens d'une augmentation des taux d'intérêt. Alors, je crois que ça, on peut ne pas être d'accord, on peut débattre, mais je vois que je suis d'accord avec Patrick Artus, qui est quand même, à mes yeux, le premier économiste français, qui, dans une petite note de Natixis antérieure à la dissolution, donnait les taux d'intérêt européens à 3,7%, alors que ce matin, ils sont à 3,2%. Bon, français. 3,7 plus la prime de risque observée depuis la dissolution, on est à 4. Donc, je m'appuie sur cette analyse de Patrick Artus, je m'appuie sur tout ce que je viens de vous dire, et c'est vraiment un pivot de l'analyse. Il faut partir de là. Parce que si vous partez de là, eh bien déjà, alors je vais faire un saut vers l'immobilier, et puis je reviendrai en arrière sur les dépôts bancaires. Là, je viens d'avoir un échange avec un agent immobilier parisien qui me demande conseil. Bon, Vigieco, ma société est faite pour donner des conseils et animer des séminaires, et je lui dis, le prix de l'immobilier va continuer à baisser parce que, bon, le marché s'est en partie évaporé, et pour qu'il cesse de baisser, il faudrait qu'il y ait une bonne conjoncture politique, mais il faudrait que les taux d'intérêt baissent. Elle me dit, mais ils vont baisser. Je lui dis, oui, à court terme, ils vont baisser, mais pas à long terme. Et donc, si le taux d'intérêt ne baisse pas, eh bien, c'est difficile de reprendre des prêts quand on a un taux à 1,5 et de prendre un taux à 4 ou à 3,9. Et vous n'avez que deux solutions, c'est la baisse des prix ou la baisse des taux. Ou les deux. Bon, alors les deux, ça serait idéal pour que le marché remonte. Mais c'est pas le cas. Donc je pense que l'immobilier va continuer à baisser. On reviendra dans la conclusion sur tout ce qu'on... Alors je reviens sur les dépôts, puisque j'avais commencé sur les dépôts, mais j'ai voulu poser le jalon des taux d'intérêt longs parce que c'est un pivot. Bon, attention aux dépôts bancaires à vue. Si vous avez 5 000, 10 000 euros qui ne sont pas investis... Alors, le livret A est intouchable, c'est un totem. Bon, le dépôt à terme à 11 mois, 3,6, je dirais qu'il est intouchable aussi, parce que si un jour il y avait un emprunt forcé, on ne pourrait pas vous donner du 3,6. Par contre, tout ce qui est à vue, tout ce qui est oisif, eh bien, on peut très facilement faire une étude statistique et dire, on prend tout sous la forme d'un emprunt forcé et on vous sert du 2%. Allez, 2,5% parce qu'on est gentil. Et ça s'appelle une rente perpétuelle. D'ailleurs, vous n'utilisez pas cet argent, c'est pour ça qu'on vous l'a pris. On vous sert 2,5%, c'est bien. Hein, il était à vue, donc vous êtes content. Et ça sera un emprunt perpétuel. Maxime, pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez compte à vue ? À vue, ça veut dire sur les comptes à vue, sans placement. À vue, ça peut être une épargne qui n'est pas placée sur quelque chose de structuré. Dont les comptes courants. Les comptes courants, oui, essentiellement les comptes courants. Donc, ils prennent un pourcentage de ce que l'on a sur le compte courant ou ce qui dépasse une certaine somme. Ben oui, ne laissez pas, mon message, c'est ne laissez pas traîner trop d'argent sur vos comptes à vue. Voilà. C'est quoi trop d'argent sur le compte courant ? Alors ça, c'est pas à moi de le définir. Il faudrait avoir des moyennes. Mais je dirais plus de 10 000 euros, par exemple. Non, c'est pas bien. Il faut pas laisser autant d'argent en banque. D'une manière générale, oui. On est d'accord que sur les comptes courants professionnels, cela ne risque rien. Ah, c'est différent. C'est complètement différent. Alors,
Alors, bon, je réponds pas de M. Mélenchon, hein, puisqu'il vous a dit qu'il prendrait, pour les successions, il vous a dit qu'il prendrait tout au-dessus de 12 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'il nationalise toutes les petites entreprises. Hein, mais comme les journalistes gomment tout et qu'il ne tirent pas les conclusions, et que c'est pas facile de l'interrompre, donc je laisse le professionnel et je poursuis mon raisonnement. Je rappelle, hein, 11 mois, à terme, 3,6. Alors ça, on ne peut pas vous le prendre en vous disant on fait un emprunt perpétuel, parce que si on vous prend quelque chose qui vous rapporte 3,6 pour vous donner 2 ou 2,5, c'est une spoliation. Et donc, ils feront très attention quand même. Hein. Alors, je ne réponds pas du Front populaire, mais disons, une majorité qui voudrait faire payer les Français tout en respectant des principes fera attention à ça. Je voudrais maintenant parler un peu des assurances-vie. Les assurances-vie, alors je ne dis pas qu'il faut aller à la banque retirer ces assurances-vie. Mais les assurances-vie sont un produit qui a deux fragilités. Première fragilité, c'est que la loi Sapin II, du nom de l'ancien ministre Michel Sapin, fait que l'État peut bloquer les retraits pendant 6 mois. Et il peut renouveler ce blocage pendant 2 fois. Donc, l'État peut vous empêcher de retirer. Or, il y a une deuxième fragilité, qui est une fragilité générique. C'est que, depuis que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, 10 fois ils ont augmenté à court terme, en 2022-2023, les assureurs vie ont été obligés de mettre un peu de sucre sur l'assurance vie pour que les épargnants n'aillent pas chercher, vous voyez, par exemple, je vais vous parler, moi, de mon dépôt à terme à 3,6%, ils ont été obligés de puiser dans leur liquidité pour mettre un peu plus de rentabilité. Mais leur liquidité, elle est constituée de quoi? Elle est constituée d'obligations. Et quand les taux d'intérêt long terme montent, le cours des obligations baisse. Et donc, leur liquidité baisse. C'est le schéma de crise financière que vous avez eu dans les banques régionales américaines l'année dernière. C'est-à-dire que pour doper les dépôts, pour doper la rémunération des dépôts, pour que les gens ne retirent pas leurs dépôts dans un contexte d'augmentation des taux d'intérêt, les banques régionales ont puisé dans leurs réserves, mais leurs réserves étaient constituées d'obligations dont le cours avait baissé. Et vous avez eu crise financière, petite crise financière, mais crise financière. Donc l'assurance vie, c'est quand même fragile, et je donne 3 conseils. Premier conseil, pour les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est pas mon cas, vous avez des assurances-vie luxembourgeoises où il n'y a pas la loi Sapin II. Et donc, on ne peut pas vous empêcher de retirer. Je crois que le ticket d'entrée est à 150 000 €. C'est pour ça que je dis que c'est les gens qui ont beaucoup d'argent. Deuxième conseil, c'est de ne pas prendre des positions trop fortes sur les assurances-vie. Le troisième conseil, je prends l'exemple de quelqu'un qui m'a consulté récemment et qui m'a dit, vous savez, je pense qu'on nous ment, je pense que nos retraites vont baisser, à terme. Je pense que notre épargne bancaire court des risques. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de retirer une partie de mon assurance vie ou toute mon assurance vie pour rembourser un prêt immobilier et doper un peu mon pouvoir d'achat. Comme ça, je sécurise ma retraite et j'expose moins d'argent. Et je lui ai répondu, c'est exactement ce que je viens de faire pour moi. Bon, oui, je vous fais des confidences, mais c'est simplement parce que moi, je ne suis pas un théoricien, je m'engage personnellement. Moi, j'ai retiré une partie, je n'ai pas soldé mon assurance vie, mais j'ai retiré une partie de mon assurance vie pour rembourser un prêt immobilier. Parce que comme ça, j'ai moins d'argent en banque et j'ai un peu plus de pouvoir d'achat. Donc, mes conseils sont modérés, hein, c'est pas liquider vos assurances vie, c'est pas retirer votre argent à la banque, mais diminuer vos avoirs pour essayer d'avoir d'autres actifs.
toute façon, l'idée, c'est toujours de diversifier et de ne pas s'acharner sur un seul placement. Après, si on réfléchit, 6 000 milliards d'euros d'épargne, ça fait à peu près 80 000 euros par Français. Donc ce sont des sommes relativement importantes qui ne sont en général pas sur les comptes courants. Oui, je suis d'accord. Mais si vous avez 10 000 euros et qu'on vous les pique et qu'on vous oblige à souscrire un emprunt, moi j'ai des amis qui réfléchissent à ça, hein, l'emprunt forcé. Hein, donc, et ça s'est fait dans l'histoire. Hein, Alors, j'en viens à la bourse. Alors, vous avez fait une petite incise sur le professionnel. Par exemple, moi, j'ai fondé une société, Vigieco, qui est une société qui fait des séminaires, donne des conseils sous forme de séminaires. Si j'augmente le capital de ma société, j'ai pas besoin, mais c'est de l'argent qu'on peut difficilement me prendre parce que ceux qui vont gouverner la France, quand même, auront besoin de respecter l'économie, ou alors ça devient Cuba, vous voyez, ou le Venezuela. Donc, effectivement, renforcer le capital professionnel, ça a du sens. Toujours contre des avoirs trop importants en banque. C'est ça mon message. Oui, il faut bien comprendre que pour un compte courant professionnel, même s'il y a 100 000 ou 200 000 euros dessus, l'État ne peut pas y toucher. Parce que l'argent qu'il faut sur le compte courant d'une société, pour payer les fournisseurs, pour payer les employés, si on prend par exemple Decathlon, il y a plus de 10 000 euros sur le compte courant. C'est de l'argent qui tourne tout le temps. Oui, bien sûr. Et vous avez compris que j'ai beaucoup de doutes sur le nouveau Front populaire. Mais je pense qu'un gouvernement qui veut faire payer les Français, ça va se faire de toute manière, nous faire payer. Il devra faire attention au respect de l'économie, des entreprises. Vous avez vu, notre ami Marc Toiti, je pense qu'il faudrait qu'on le montre d'ailleurs au passage, nous a sélectionné le dernier graphique sur les PMI, Purchase Manufacturing Index. C'est l'enquête auprès des directeurs d'achat qui montre que la France, de nouveau, pointe vers la récession. Je pense que tout ce qui est professionnel et entreprise, ça vaut la peine de mettre de l'argent. J'en viens à la bourse. Alors la bourse, c'est très délicat, parce que c'est tout en nuances. Le même raisonnement produit les mêmes effets, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'un gouvernement, sauf s'il est d'extrême gauche, touchera trop frontalement à la bourse, parce que la bourse, c'est le financement des entreprises. Mais attention, notre ami Toiti, d'ailleurs, a très bien montré, avec des graphiques remarquables, on pourrait peut-être les présenter, que la bourse est à des niveaux trop élevés, comme l'immobilier. Pourquoi ? Parce que depuis 20 ans, on a créé tellement de monnaies. Les fameux quantitative easing, vous voyez, Jacques de la Rosière, pour en finir avec l'illusion financière, que les patrimoines ont monté, bourse, immobilier. Et vous avez le fameux PER, Price Earning Ratio, qui est le rapport entre la valeur du cours boursier et les dividendes attendus. La moyenne de longue période, c'est 12-15. Aujourd'hui, on a des 40-60. C'est trop. Donc, ça baissera. Et je recommande d'être très sélectif. Je recommande de faire attention, malheureusement, à l'économie française, parce qu'elle ne va pas bien. Et je recommande d'être très sélectif. Alors, moi, je suis en train de demander à mon conseiller boursier, je n'ai pas un gros portefeuille, mais je lui demande de m'étudier 3 sujets, les métaux, l'eau et la santé. Parce que dans les années qui viennent, c'est ce qui va devenir rare. Les métaux, l'eau, la santé. Les métaux, on nous dit que pour satisfaire la production d'électricité, qui va augmenter de 50% d'ici 2040, alors que les centrales nucléaires ne viendront pas à l'heure. Elles viendront, mais tard, et encore je n'en suis pas sûr. On nous dit qu'il faut multiplier par 7 la production de métaux. On nous dit qu'il faut multiplier par 40 la production de lithium, et par 20 celle de cobalt. Tungstène. Il y a actuellement des pénuries de cuivre très importantes, alors que le cuivre est le principal conducteur électrique. Donc vous allez avoir une crise des métaux,
il faut trouver les bonnes entreprises, il faut trouver les bons fonds. Comme vous l'avez suggéré tout à l'heure en disant que l'euro risquait de se déprécier, il vaut mieux investir dans des fonds en dollars ou en francs suisses que dans des fonds en euros. En tout cas, il faut trouver les bonnes entreprises. Celles qui ont... Oui, je vous en prie. Alors, quand vous dites qu'il faut s'orienter vers les métaux, vous parlez d'acheter des métaux ou d'acheter des entreprises qui exploitent ou qui font l'extraction de ces métaux? Bien sûr. Alors, moi, mon idée, mais on peut en discuter, hein, et puis je pense que les auditeurs réagiront, on leur répondra, et puis moi, je réfléchis à ça en permanence, et je travaille avec d'autres personnes. Il faut trouver les entreprises leaders ayant des barrières à l'entrée qui vont nous assurer cette croissance extraordinaire des métaux, sachant qu'on n'y arrivera pas à terme à multiplier par 7. Hein. On retrouve le carré qu'on avait présenté dans d'autres émissions, notamment sur le pic pétrolier. On ne pourra pas à la fois avoir 7 fois plus de métaux, 50% d'électricité en plus, des centrales nucléaires qui vont arriver très tard, et une quantité de pétrole qui devrait baisser à partir de 2030. Mais il faut trouver les entreprises. Donc moi je préconise de trouver les entreprises et d'investir dans les entreprises. Pas d'acheter des métaux. Pour nos auditeurs, si on veut investir dans l'or, ce n'est pas pareil d'acheter le métal, des lingots ou des pièces d'or, que d'acheter des parts d'une entreprise qui travaille dans ce domaine, voire même d'une mine qui extrait l'or. Parce que même si le cours de l'or ne fait que monter, si l'entreprise est mal gérée, vous pouvez perdre de l'argent. Absolument. Dans les métaux que j'ai cité le lithium, j'ai cité le tungstène, le cobalt, j'ai oublié l'uranium, parce que les centrales nucléaires, c'est l'uranium. Et comme on n'a pas été foutu de faire le nucléaire de la 4e génération, merci Madame Borne, merci Monsieur Macron, vous savez que le nucléaire de la 4e génération aurait divisé par 2 ou par 3 la quantité d'uranium, puisqu'il carbure les déchets. Bon. Donc là, il faut réfléchir. Ensuite, la deuxième ressource rare, de plus en plus rare, c'est l'eau. C'est tout simple, l'eau. Et la troisième ressource rare, c'est la santé, avec une population qui vieillit. On a évoqué la baisse de la population active, l'augmentation de la population générale, donc les dépenses de santé. Et là, il y a aussi probablement des investissements à faire. Moi, je préconise volontiers d'investir dans des fonds communs de placement, fonds dédiés, il faut les trouver, mais vous avez dans les banques des gens qui sont payés pour ça. Et puis, j'ai un temps d'arrêt aussi parce que vous avez une manière d'avoir des dépôts sans les avoir. C'est les sociétés d'investissement capital variable. Vous devenez membre d'une SICAV. C'est comme si vous étiez actionnaire, donc ça nous renvoie à ce que nous disions tout à l'heure sur les entreprises. On ne peut pas vous toucher en tant que déposant. Et derrière les SICAV, vous avez SICAV monétaire, SICAV obligataire, SICAV d'action. Donc ça tient la route, ça aussi. Encore une fois, la stratégie générale, encore une fois, ce sont des nuances. Hein, je ne dis pas qu'il faut... C'est de ne pas avoir trop de dépôts visibles en banque. Voilà. Voilà le conseil général. Et de trouver des substituts. Bon, l'immobilier, je me suis exprimé. Beaucoup de gens veulent acheter de l'immobilier. C'est une très bonne idée, mais il faut attendre. Il faut attendre que la baisse des prix soit terminée, et je ne sais pas quand ça se terminera. Bon, tout dépendra de la conjoncture politique, des taux d'intérêt, mais je pense que ça va continuer à baisser encore pas mal. Et au moins 1 an, voilà. Donc attendre, d'ici là, sécurisez votre argent, si vous avez de l'argent liquide, je vous ai dit le dépôt à terme à 3,6%, ou bien des SICAV. Des SICAV, si ce sont des SICAV monétaires, il n'y a aucun risque de perdre de l'argent. Il faut faire attention à l'obligataire, je crois que je l'ai dit. Si les taux d'intérêt montent, que ce soit en France ou ailleurs, partout, les cours baisseront. Hein. Alors, les gestionnaires bancaires, y compris les assurances vie d'ailleurs, ils optimisent les placements pour que, si vous avez une perte d'un côté, vous ayez des gains de l'autre. Mais faire attention à ce qui est trop obligataire. Voilà. Et alors ensuite, il y a le 5e chapitre, qui est peut-être le plus important, c'est divers. Dans le fond,
Joris, faites-vous plaisir. Carpe diem, nous sommes dans un monde très dangereux, donc donnons-nous un peu de plaisir et équipons-nous. Je pense que recycler son épargne pour acheter une pompe à chaleur, c'est très intelligent, ça va faire baisser la facture d'électricité et c'est bon pour la planète. Je pense également que dans ma maison de l'Aveyron, j'ai diminué les dépenses d'électricité et j'ai installé un chauffage au bois. Je crois que je me suis fait plaisir et j'ai fait une bonne décision d'investissement. Investissez dans la sécurité aussi de vos maisons, de vos appartements, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans les années qui viennent en France. Si vous avez de l'eau sur votre terrain et que vous avez le droit de forer, faire un forage pour capter de l'eau à 70 mètres, c'est un excellent investissement parce que l'eau va devenir rare. Donc, vous voyez, tout ce qui est lié au plaisir de la famille, à sa sécurité, à sa résilience, ce sont les meilleurs investissements que vous pouvez faire. Bien meilleurs que d'avoir de l'épargne à la banque. Alors, je suis obligé de rappeler aux auditeurs que la quantité d'eau sur la planète restera toujours la même. Elle ne va pas disparaître. Oui, mais où sera-t-elle ? Alors voilà, où sera-t-elle ? Oui, elle ne sera pas répartie aux mêmes endroits, mais la quantité d'eau reste identique. Alors après, je voulais ajouter quelque chose. Autant on est taxé avec un impôt sur la fortune immobilière, quand on dépasse en patrimoine immobilier 1,3 million d'euros, autant si vous disposez de voitures de collection, d'une Ferrari qui fait plus d'1 million d'euros, vous n'êtes pas imposé. Je dis ça parce que pour moi, j'ai du mal à ne pas voir mon investissement. C'est personnel, je trouve que c'est plus rassurant si on voit physiquement l'investissement que l'on a fait, plutôt que d'avoir de l'argent qui se balade sur la bourse ou de l'argent virtuel. Bon, même si au final, la valeur que l'on donne à une voiture ou une œuvre d'art, ça reste aussi relatif. Oui, je comprends. Bon, moi, il se trouve que je suis plutôt contre les grosses voitures, mais la Ferrari, est-ce que c'est le plaisir uniquement, ou est-ce que vous pensez qu'elle va garder sa valeur ? Alors, peu importe. Si vous ne voulez plus être imposé sur le patrimoine immobilier, vous pouvez investir dans des voitures de collection. C'est juste ce que je veux dire. Je voudrais revenir un instant sur l'eau, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai ma maison dans l'Aveyron, dans une zone qui est la zone des sources. Marécageuse ? Non, pas marécageuse, mais avec de belles rivières. Bon, oui, la quantité d'eau sur la Terre ne va pas diminuer, mais elle sera répartie différemment. Avec le réchauffement climatique, vous aurez plus d'eau dans l'atmosphère et vous aurez moins d'eau dans les rivières. Nous le savons, c'est déjà mesuré. Le débit des rivières françaises a baissé, alors je ne sais plus si c'est 10 ou 20% au cours des 10 dernières années. Ce qui d'ailleurs va diminuer la rentabilité de notre industrie nucléaire parce que il faudra refroidir davantage et donc ça diminuera les temps d'exploitation. Bon, je répète que si on a de l'eau, qu'on peut la forer, c'est une super bonne affaire. Bon, moi j'ai un terrain, j'ai de l'eau à 70 mètres et je peux forer. Peut-être que je vais faire ça parce qu'avec cette eau, je vais pouvoir faire mon potager, je le fais déjà d'ailleurs, mais je vais pouvoir le faire de manière plus automatique et sans dépendre de l'eau de la ville. Donc je pense que tous ces investissements-là ont beaucoup de sens pour protéger votre épargne. Oui, je voulais souligner que cette manière d'investir dans des équipements, faire des travaux, c'est ce que font assez souvent les entreprises pour éviter certaines zones d'imposition. Donc les particuliers peuvent aussi avoir des pratiques qui y ressemblent. Oui, si vous amortissez des investissements, vous diminuez votre bénéfice et vous augmentez votre capital. Et puis il y a les dividendes. Alors les dividendes, eux, ils sont imposés différemment. Bon, l'or, il y a quelque chose d'anormal actuellement, c'est que l'or ne cesse d'augmenter en toutes circonstances et même si la bourse augmente. Alors que traditionnellement, l'or augmentait quand la bourse diminuait. Et on sent bien, alors Marc Toiti dans ses graphiques a souligné cette évolution qui est anormale et qui traduit une défiance. Alors une défiance de quoi ?
Moi, je vous livre mon interprétation. Je pense que la bourse est trop haute. Je pense que l'inflation sous-jacente existe encore aux États-Unis et que dans les années qui viennent, nous aurons affaire à l'inflation parce que nous aurons affaire au pic pétrolier, nous aurons affaire à la rareté des matières premières. Bon. Donc l'or est là comme un indicateur de défiance. Et donc l'or, ça monte toujours. Bon, alors le conseil que je ne sais pas donner à nos auditeurs, c'est sous quelle forme détenir de l'or. Alors vous achetez des lingots, vous les mettez dans votre coffre à la banque, bon, ou vous achetez de l'or papier. Je n'ai pas étudié le sujet. D'ailleurs, moi, à titre personnel, je n'ai pas d'or. Donc Alors, pour l'or papier, il me semble qu'il y a de l'or physique qui vient en parallèle garantir votre investissement. Et il y a bien évidemment des organismes de contrôle qui sont censés vérifier que tout le monde joue bien le jeu. Après, vous savez très bien comment tout cela se passe. Tant que tout va bien, il n'y a pas de problème. Et c'est lorsque la situation se complique que l'on va voir apparaître finalement les placements qui n'étaient pas sérieux. Et pour moi, justement, si on achète de l'or, c'est en prévention d'un problème. Donc si on réfléchit, avoir de l'or papier, ce n'est pas optimal. Ça ne réduit pas le risque à zéro. Mais il me semble qu'aux États-Unis, il y a eu un moment de l'histoire où l'État a demandé à ce que tout le monde ramène l'or. Et des lois étaient passées pour dire que détenir de l'or, c'était complètement illégal. Oui, oui. Il y a les coûts de transaction. Mais alors vous reliez aux événements de Bretton Woods, peut-être, ou à la crise de 1971. Oui, mais ça, c'est très vieux, donc. Oui, mais c'est juste pour le signaler. Et je connais quelqu'un qui a acheté un peu d'or à sa banque, et Tracfin l'a appelé. Non, enfin, renseignez-vous auprès de votre banque, mais l'État n'a pas le droit de vous empêcher de détenir de l'or. C'est pas un sujet. Non, à mon avis, c'est pas un sujet. Mais il faut toujours se renseigner sur les aspects légaux. Ok, mais bon, il y a une pression. Bon, de manière générale, on voit bien que c'est compliqué aujourd'hui. Allez retirer 1 000 € en espèces à votre banque. Donc, on imagine assez facilement que si vous achetez 10 000 ou 20 000 € d'or à votre banque, vous allez faire biper dans tous les sens. Il y a quand même une pression qui nous est mise sur les épaules. Oui, alors tout va dans ce sens. C'est-à-dire que vous avez aussi le projet de monnaie électronique de banque centrale en 2027. Ouais, tout va dans le sens de la réduction de vos avoirs liquides et de la détention du billet de banque, entre parenthèses. Et dans les années qui viennent, tout va aller dans le sens contraire, parce qu'en fait, la monnaie fiduciaire va être remplacée par une monnaie électronique. Et là, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un arbitrage, ce que je vous décris. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit de ne pas avoir confiance et de sanctionner. Là, vous ne pourrez plus rien sanctionner. Quand tout sera sous forme de monnaie électronique, vous serez comme ça, quoi. Alors, je voudrais conclure. Bon, après, on peut relancer sur d'autres sujets. Je crois que c'est le moment de se poser des questions. Nous sommes dans une zone de grande vulnérabilité, la dette de la France, qui n'est plus sous contrôle. Le sujet d'ailleurs est déserté par les plateaux de télévision. Alors on disserte pendant 10 heures sur, je sais pas quoi, l'antisémitisme, le racialisme, enfin, mais le vrai sujet d'actualité, qui est la dette de la France, n'intéresse personne. Donc nous sommes en danger, nous allons payer, il n'y a aucun doute. Et nous sommes dans une situation de chaos politique. Personne ne sait quel gouvernement aura la France à la fin du mois d'août. Et donc c'est le moment de réfléchir. Je ne dis pas que c'est le moment de paniquer, c'est le moment de réfléchir et de prendre de bonnes décisions. Voilà. Alors ma société organise des séminaires sur ces sujets, Vigieco. Vous me trouvez sur le réseau LinkedIn où je réponds aux auditeurs qui réagissent à cette émission. Bien, merci Maxime, merci de nous avoir suivis. Au revoir.